En 1984, l'historien américain Robert Darnton publiait un livre devenu depuis fameux qui s'appelle « Le grand massacre des chats ». Alors Darnton a l'art des titres, parce que quand on lit Le grand massacre des chats, on imagine une espèce de Saint-Barthélemy des chats à l'échelle de tout Paris ou de toute la France. Mais en réalité, ce massacre était assez localisé dans un atelier typographique de la rue Saint-Séverin. Et c'était donc dans les anecdotes typographiques d'un ouvrier typographe, Nicolas Contat, qui racontait dans ses mémoires cet épisode de la vie de son atelier. Et en fait, donc, il s'agit de deux compagnons imprimeurs qui, pour se venger de leur maître, ont donc massacré leur chat, et en particulier la chatte de la maîtresse. Et donc Robert Darnton inscrit cet événement dans l'histoire des conflits du travail et des tensions sociales au sein de l'atelier typographique. Le chat, pour lui, donc, est ce qu'il appelle un point d'opacité. Il réfléchit en fait au contraste entre le rire que ce massacre des chats provoquait à l'époque, puisque c'est un épisode comique dans les mémoires de Nicolas Contat, et notre impression lorsqu'on écoute l'histoire de ce massacre des chats, qui est une certaine gêne face à la cruauté à l'encontre des animaux. Et donc pour Robert Darnton, cet épisode était une porte d'entrée vers les mentalités, comme on disait à l'époque, des classes populaires. Ce qui intéressait Darnton, c'était la symbolique du chat dans le folklore d'Ancien Régime, pour comprendre en fait le massacre comme une sorte d'insulte ou d'attaque métonymique contre les maîtres. Or, c'est ce même texte des anecdotes typographiques de Nicolas Contat qui ouvre le tout récent Culture féline d'un de nos invités, Éric Baratet. Mais entre-temps, entre 1984 et aujourd'hui, le statut du chat a changé et le chat est devenu lui-même objet de l'histoire. Il n'est pas seulement un prétexte ou une entrée, mais il est l'objet de l'histoire. Et donc, on a affaire en histoire, dans les 15-20 dernières années peut-être, on essaiera de préciser la chronologie, ce qu'on appelle un animal turn. Hein. Les Anglais, les Américains sont friands de cette expression, mais c'est vrai qu'il y a eu ces derniers temps de nombreux travaux sur l'histoire animale ou l'histoire des animaux. On en reparlera. Pour citer simplement l'histoire moderne, qui est le domaine que je connais le mieux et qui malheureusement n'a pas pu être représenté cet après-midi, on a un certain nombre d'ouvrages comme celui de Peter Salins sur 1668, l'année de l'animal en France, les travaux de Pierre Cernat sur l'animal pendant la Révolution française, un article récent qui a fait beaucoup de bruit d'un historien anglais, Avi Lifshitz, sur la vie sexuelle des éléphants à l'époque moderne. Et donc, on a beaucoup de travaux qui sont assez divers, en fait, mais qui se focalisent sur les animaux. Et donc, ce qu'on va tenter de faire dans cette table ronde avec nos invités, à partir d'une pluralité de points de vue et en l'inscrivant dans le temps long, c'est d'essayer de définir, de circonscrire, de comprendre cet animal turn dans ses objets, dans ses méthodes, dans les sources, dans les questionnements qu'il déploie, en essayant d'interroger notamment ses relations avec l'histoire de la nature, avec l'histoire environnementale, dont on parle au cours de ces journées. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Oriane Hernandez, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de cette table ronde pour présenter plus précisément nos invités. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous accueillir malgré le contexte sanitaire actuel. Merci à vous également d'être dans la salle et merci à ceux qui sont avec nous sur Zoom.
Nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de pouvoir accueillir 3 spécialistes de l'histoire des animaux qui rompent avec les approches traditionnelles de la discipline historique, puisque celle-ci a une tendance finaliste et anthropocentrée largement ancrée, alors que vous 3, au contraire, essayez de redonner leur place spécifique et leur agentivité aux animaux, et ce pour différentes périodes. Nous avons donc avec nous Monsieur Éric Baratet, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université Jean Moulin à Lyon et qui interroge les représentations et la présence sociale des animaux au sein des sociétés humaines. Ses travaux visent à repenser l'histoire et les relations hommes-animaux du point de vue des animaux, en remettant au cœur de l'analyse leur vécu, leur ressenti, leur comportement. Et ces travaux cherchent à mettre en avant une histoire qui soit proprement animale et non plus seulement axée sur l'homme. Nous avons également avec nous Monsieur Jean Trinquier, qui est maître de conférence ici au département des sciences de l'Antiquité et qui lui interroge l'histoire culturelle des animaux, notamment sauvages, et qui pose la double question de leur représentation et de leur relation avec les hommes durant l'Antiquité romaine. Il montre comment la focalisation sur les figures animales entre vision exotique et cohabitation avec l'homme construit une certaine perception divisée de l'espace entre espace sauvage et espace domestique, ce qui est aussi un axe particulier et spécifique pour appréhender la question animale. Et enfin, nous avons Madame Violette Pouillard, qui est chargée de recherche au CNRS et qui travaille sur une histoire des jardins zoologiques du 19e siècle à nos jours et qui se focalise sur le point de vue et les vécus des animaux eux-mêmes, en mettant en avant à la fois les contraintes entre permanence et rupture que les pratiques humaines font peser sur leur corps et sur leur comportement, et l'influence mutuelle qu'ont l'une sur l'autre l'agentivité humaine et l'agentivité animale au sein des zoos. On vous propose donc aujourd'hui une discussion qui est aussi entre des approches et des périodes diverses et qui donc propose, comme M. Markowitz l'a dit, d'interroger cet animal turn et d'interroger les figures animales. C'est un champ de recherche qui, en histoire, est loin d'aller de soi. Et même s'il prend de l'importance depuis une quinzaine d'années, notamment sous l'impulsion des travaux de nos invités, est encore une discipline qui reste largement à explorer. Et de là vient la première question que nous aimerions vous poser aujourd'hui, qui est de savoir comment en êtes-vous venu à vous intéresser, à vous spécialiser dans ce champ si particulier qu'est l'histoire animale. Ah, c'est le plus âgé qui commence. Alors, je le dis tel que c'est. Hein, ça m'est tombé dessus en 1985. Je sortais de l'agrégation. Je cherchais un sujet de thèse. Et un 15 août, c'est vrai, hein, un 15 août, j'étais dans mon hamac, dans la maison de mes parents, et je cherchais. Et tout d'un coup, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, je pourrais travailler sur l'histoire et les animaux. Ça permettait de concilier deux intérêts, l'histoire et les animaux. Bon, la légende dorée d'Éric Baratet dit qu'à ce moment-là, une colombe est tombée vers lui. Ça, vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais ça s'est fait comme ça. Et je sortais du bachotage de l'agrégation. Je ne connaissais absolument rien sur l'affaire. Donc, je n'avais absolument pas été influencé par le livre qui venait de sortir, de 1984, de Robert Delors, « Les animaux ont une histoire ». Je pense que ça vient du fait qu'il y avait une conjonction à la fois et personnelle et conjoncturelle, parce que le retournement, vous avez parlé des 15 dernières années, moi je le mettrais plutôt dans les années 70-80, mais bon, je suis plus vieux, alors on n'a pas le même regard. Mais voilà comment ça s'est fait, non pas, je pense, au hasard, mais d'une manière un peu singulière. Pour ma part, je n'ai pas eu mon chemin de Damas comme Éric. Mais je distinguerai les animaux et l'histoire des animaux. Bon, les animaux, pour moi, c'est comme pour beaucoup de gens, c'est un intérêt qui, depuis toujours, qui remonte à l'enfance. Et c'est un intérêt essentiellement livresque, parce que j'étais un citadin, ce que je suis toujours d'ailleurs. Maintenant, pour l'histoire des animaux, le chemin a été plus long.
J'ai une formation de philologue et donc j'ai commencé comme philologue. Pour ma thèse, j'avais travaillé sur les lieux sauvages, ou plus exactement les représentations de lieux sauvages. Donc au départ, ce qui m'intéressait, c'était la construction d'un stéréotype, d'un topos littéraire, le locus horridus. Et puis très vite, ce qui m'a le plus intéressé dans cette question, ce n'était pas les codes descriptifs, ça a été par-delà les textes que j'analysais, la façon dont ceux qui les écrivaient percevaient et catégorisaient l'espace. Donc pour ma thèse, ce qui m'a intéressé, et là j'étais puissamment influencé par Alain Corbin, le territoire du vide. C'était un peu une histoire de la sensibilité aux espaces sauvages, une histoire de la perception de ces espaces sauvages. Et puis dans ma documentation, j'avais une mosaïque célèbre que vous connaissez sans doute, qui est la mosaïque nilotique Barberini de Palestrina, qui représente l'Égypte au moment de la crue avec tout son arrière-pays éthiopien. Et cet arrière-pays éthiopien, c'était une belle image d'espace sauvage. Et elle est densément peuplée d'animaux lointains, d'animaux exotiques, avec leur nom en grec, une inscription. Donc c'est à travers justement les espaces sauvages et leurs hôtes sauvages, en quelque sorte, que je suis venu à l'animal. Et à partir de là, je me suis mis à faire une histoire de l'animal qui était plutôt une histoire culturelle. Enfin, d'un côté, une histoire culturelle de l'animal. Ce qui m'intéressait, c'était l'image culturelle de telle espèce animale. Et en même temps, une histoire des connaissances zoologiques. Et dans ces travaux-là, j'ai été pas mal influencé par les travaux de Michel Pastoureau. Et puis, encore après, je me suis de plus en plus intéressé à l'histoire des pratiques, à un certain nombre de pratiques humaines qui étaient au contact étroit avec les animaux. Et là, j'ai fait un pas vers l'histoire économique, puisque je me suis intéressé aux circulations des animaux lointains. Et ces questions de circulation m'ont amené à m'intéresser aussi à des questions d'histoire économique, d'histoire commerciale. Merci. Alors moi, je suis venue aux animaux par une thèse sur l'histoire des zoos il y a plus de 10 ans et j'étais très mal à l'aise avec ce sujet parce que je voulais appréhender les zoos comme une sorte de miroir grossissant de nos relations avec la faune, et très vite j'ai fait face à une sorte d'impossibilité parce que le sujet était tellement controversé que j'étais prise entre les discours des gestionnaires de zoos qui le présentaient comme un lieu de conservation et de sauvetage du monde, et puis en face les opposants comme un lieu de perdition animale. Et Éric Baratet co-dirigeait la thèse et il était en train de se lancer dans le développement de cette perspective d'histoire animale des animaux, donc qui consiste, mais il en reparlera lui-même, à écrire l'histoire des animaux eux-mêmes, de leur vécu en tant qu'individus. Et donc, il m'a ouvert cette porte-là, qui était assez mal vue à l'époque. Je dois dire que j'ai dû, pour rendre ce projet, spécifier que je m'intéresserais uniquement aux politiques humaines, aux discours sur les animaux et pas au vécu des animaux. Et puis, Éric Baratet m'a fait dévier de cette trajectoire. Et cette approche-là, elle m'a permis justement, en essayant de reconstituer les vécus, d'approcher la chair de cette institution et de sortir de ces discours complètement désincarnés. Et par la suite, j'ai travaillé à travers les zoos sur des politiques coloniales de prédation et de conservation de la faune. Et là encore, cette approche-là m'a considérablement aidée, en fait, parce que le discours qui dominait alors, c'était un discours de l'éco-impérialisme, donc sans caricaturer tellement, selon lequel les puissances coloniales auraient protégé les animaux sauvages contre les intérêts des populations rurales, avec notamment les travaux du politologue Roderick Neumann qui assurait que les animaux avaient été humanisés presque par ces politiques coloniales de protection, là où les braconniers
aussi bien à l'époque coloniale que post-coloniale, avait été presque diabolisé. Alors ce métadiscours, il m'apparaissait complètement contre-intuitif. Je crois qu'il renvoie à quelque chose de plus large, cette idée des régimes violents qui protégeraient les animaux, ou cette idée que protéger les animaux amène quelque chose de vicié. Et donc là encore, cette histoire animale m'a permis en fait de déconstruire ces discours et finalement de bénéficier d'un adjuvant pour décolonialiser ces récits-là, puisque ce qui est apparu très vite, c'est que non seulement les autorités coloniales n'avaient pas humanisé les animaux, elles ne les avaient pas protégés non plus, ni même à travers les politiques de conservation qui portaient certes des violences sociales, notamment envers les braconniers, mais qui portaient aussi des violences environnementales et animales. Donc voilà, cette perspective d'histoire animale. Alors dès le début, moi aussi, j'avais un intérêt très lointain et livresque, moi aussi, pour les animaux, mais c'est véritablement presque par hasard, avec ce sujet des zoos, que je suis tombée dans une histoire des animaux à proprement parler, et que cette approche par la suite m'a aidée, je crois, à construire des récits qui m'apparaissaient à la fois plus libres par rapport au discours et à la fois plus rigoureux, en fait, puisque je pouvais travailler sur des bases plus solides avec cette histoire des vécus. Merci à tous les trois. Je crois qu'on voit déjà un peu vos parcours et vos interrogations. Alors, vous venez de parler des résistances, finalement, qu'il y avait eu au début de vos travaux. Et je pense que, d'une certaine manière, c'est assez compréhensible. Ce qui est assez frappant, c'est que on peut inscrire cette histoire des animaux ou de l'animal comme une rupture assez majeure, en fait, si on y réfléchit bien, avec la définition même de l'histoire dans la tradition des annales, par exemple. Si on lit Bloch, Fèvre, l'histoire est vraiment pensée comme science de l'homme. Et c'est très fort. Vous connaissez tous cette fameuse citation de Marc Bloch, que j'arrive jamais à citer correctement, mais sur la chair humaine, partout est la chair humaine, hein, là est la pâture de l'historien. Donc c'est très fort. Alors aujourd'hui, on ne dirait plus que l'histoire est science de l'homme, parce que c'est les sciences humaines. Mais donc, il y a vraiment le projet peut-être d'un décentrement, en prenant en compte donc ce qu'on appelle avec Latour les non-humains. Mais la question, donc, c'est jusqu'où on peut aller dans ce décentrement, jusqu'où on peut faire donc une histoire du point de vue animal. Quelle est quand même la place des humains dans cette histoire des animaux? Donc voilà, c'était un peu la deuxième question qu'on avait envie de vous poser à tous sur la manière dont vous concevez cette histoire des animaux comme en rapport ou pas avec l'histoire humaine et dans quelle mesure. Alors, en fait, l'histoire des animaux, elle est ancienne, hein, parce que si on regarde la bibliographie, on s'aperçoit qu'on parle des animaux au moins depuis le 19e siècle, mais qu'on ne pensait pas le sujet. Il y a énormément de travaux. Je m'en étais aperçu pour un article historiographique que j'avais fait dans les années 90. Énormément de travaux sur les animaux, à partir de la fin 19e et jusqu'aux années 70, enfin énormément, j'exagère, quelques travaux, mais qui étaient des travaux assez dispersés. Et personne ne songeait à en faire finalement un centre d'études. Il faut attendre Robert Dolor pour cette idée qu'il y a vraiment un champ d'études. Et la première fois qu'il émet cette idée, c'est dans la conclusion de sa thèse de 1975 sur le commerce de la fourrure, où il annonce qu'il y aurait un champ à ouvrir qui est l'histoire des animaux. Et il le fait un peu plus ensuite avec son livre de 1984, donc « Les animaux ont une histoire ». Alors c'est vrai qu'à l'époque, on prend cette histoire des animaux comme une histoire humaine des animaux. Hein, on ne réfléchit même pas, enfin...
oui, on ne réfléchit même pas à l'aspect animal. On prend ça en historien, mais il y avait aussi des sociologues, quelques sociologues, très peu de géographes, beaucoup d'ethnologues. C'est finalement les ethnologues, les archéozoologues qui étaient vraiment à la pointe à l'époque, et puis les médiévistes du côté des historiens. Mais c'était vraiment dans la manière dont l'homme se servait des animaux. Je me rappelle les archéozoologues, ce qui les intéressait, c'était la manière dont on découpait les animaux à la boucherie, la manière dont on grattait les os, etc., etc. On pouvait apprendre des choses sur les animaux, mais ça n'était pas le plus important. Et on a fait ça, donc en gros, les Anglais ont fait pareil. L'affaire est née aussi en Angleterre ou aux États-Unis dans les années 70. Et on a fait comme ça pendant 20-30 ans. Nous sommes des littéraires, nous sommes des gens qui venons des sciences humaines. Et donc, naturellement, on a pensé le sujet du côté des animaux, du côté des humains. On ne voyait pas... En 97, dans le même article, je disais que finalement, Robert Delors avait proposé de faire quelque chose du côté des animaux, mais que personne ne l'avait fait, et tout simplement parce qu'on ne voyait pas comment le faire. Et en 97, moi, je ne voyais pas comment le faire. Je mets noir sur blanc. On ne voyait pas. Et le tournant, il a été, les années 2005-2010, où là, de mon côté, je me suis dit, mais on commence à savoir quand même beaucoup de choses sur les humains et on ne sait pas grand-chose sur les animaux. L'un des livres qui m'a frappé à l'époque, c'est un excellent livre, et je ne dis pas du tout de mal, c'est le livre de Michel Pastoureau, justement, L'ours, qui est de 2007, qui est un excellent livre. Mais à la fin du livre, on sait tout sur ce que pensent les humains de l'ours, mais on ne sait rien sur l'ours. Et là, je m'étais dit, il y a un problème. On ne peut pas avoir une histoire équilibrée et on ne peut même pas bien comprendre les humains si on ne sait pas ce qui se passe du côté des animaux. Et c'est ce qui m'a incité personnellement, moi, à passer une deuxième phase qui serait l'histoire animale des animaux. Je pense qu'il faut distinguer les deux, entre histoire humaine des animaux, où en fait on s'intéresse à la manière dont les hommes pensent les animaux, se les représentent, comment ils les pratiquent, comment ils les traitent, etc. etc. Et l'histoire animale des animaux, qui est plutôt, alors là, le vécu de l'animal. Alors soit le vécu, on pourra en parler après, le vécu dans des événements humains, les animaux dans la Première Guerre mondiale, par exemple, les animaux dans la Révolution industrielle, etc. On pourrait multiplier les cas. Mais il faudrait aller de plus en plus, et on a les sources pour ça, je pense qu'on en parlera après, ou on va avoir les sources pour ça, pour là aussi décentrer de plus en plus et aller vers des animaux moins liés aux hommes. Pour l'instant, même quand on fait une histoire animale des animaux, on est quand même très lié aux humains à cause des documents, évidemment. Mais il y a des possibilités pour essayer de s'en défaire ou de s'en éloigner un petit peu. Mais voilà, donc cette histoire des animaux, elle a subi, on pourrait dire, un tournant il y a une dizaine d'années. Mais l'histoire des animaux côté humain, c'est vraiment les années 70. Et à mon avis, c'est très lié au contexte. Ne serait-ce que pour la France, 1970, c'est la création du ministère de l'Environnement. 1974, c'est le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. 1976, première loi sur la protection de la nature. Enfin, on voit bien qu'il y a un contexte civilisationnel. Et ce qui est intéressant, je termine avec ça, c'est que pour cet article historiographique de 97, je ne m'étais pas, entre guillemets, contenté de regarder ce qu'avaient fait les universitaires, mais je m'étais intéressé aux amateurs, si on peut dire aux historiens amateurs, c'est-à-dire les historiens qui font des livres d'histoire, mais dont ça n'est pas la profession. Et à ce moment-là, on se rend compte que le sujet a été vraiment préparé par ces amateurs dès les années 60,
et qu'ils écrivent beaucoup, en ordre dispersé. Évidemment, il n'y a rien à voir entre celui qui fait l'histoire de la chasse et celui qui fait l'histoire de la corrida et celui qui fait l'histoire de la pêche. Ils sont vraiment dans des compartiments très séparés. Mais on voit bien qu'il y a une époque qui se met, une civilisation qui se met à penser aux animaux. On le voit aussi par la multiplication, quand j'avais fait la recherche bibliographique, la multiplication à partir des années 60 et surtout 70, des expositions dans les musées. Alors ça pouvait être des musées nationaux jusqu'au petit musée régional ou même villageois faisant une exposition sur le loup à Trifouilly-les-Deux-Oies au Moyen-Âge. On voit bien qu'il y avait vraiment une réflexion et les amateurs ont été finalement prépondérants longtemps, et je pense qu'ils le sont encore maintenant, et puis plus innovants finalement que les universitaires. Ils ont préparé le champ social, si on peut dire. Oui, moi, alors à la fois, j'essaye de tenir cette histoire animale des animaux qui, comme je l'ai dit, est au centre de mon propos et d'aller assez loin, mais peut-être qu'on en reparlera après dans cette voie-là, en me situant plus du côté animal, je crois, que du point de vue animal. Et en même temps, j'essaye de tenir à part égale l'histoire humaine parce que je travaille sur des dispositifs comme le zoo ou ces politiques coloniales de conservation de la faune qui sont des dispositifs surhumains, en fait, c'est-à-dire dans lesquels la présence humaine est absolument écrasante. Donc je ne vois pas comment je peux comprendre les vécus des animaux si je ne m'intéresse pas à la face humaine de ce que j'étudie. Pour prendre un exemple, si j'étudie la vie, comme on le fait notamment à travers des biographies animales, si j'étudie la vie d'un okapi qui est capturé au Congo belge et qui est exposé aux eaux d'Anvers, je ne vois pas comment l'étudier si je ne me penche pas sur les politiques coloniales de prédation des ressources environnementales du Congo et si je ne me penche pas sur les politiques coloniales de conservation. Et l'inverse est tout aussi vrai, c'est ça, je crois, qu'il est aussi important à comprendre, c'est-à-dire que pour rester sur le même terrain, je ne peux pas comprendre le saccage des problématiques du développement du conservationnisme à l'époque coloniale et post-coloniale. Par exemple, le saccage des champs des populations rurales dont les terres jouxtent les parcs nationaux, si je ne comprends pas, si je ne regarde pas les animaux, les vécus des éléphants et la façon dont les éléphants sont confinés dans des réserves dans lesquelles ils sortent, notamment du fait de comportements migratoires et par recherche alimentaire. Donc là aussi, comment regarder ce qui est fait aux humains sans regarder ce que font les animaux. Donc j'essaie vraiment de tenir ces deux parts-là. C'est assez compliqué, c'est une sorte de jeu d'équilibriste, mais je crois nécessaire de rappeler que le moment dont Éric Baraté a parlé, qui est celui de 1984 et de Robert Delors, qui n'était pas encore cette histoire des individus animaux, mais qui était déjà cette volonté de faire l'histoire des animaux eux-mêmes en tant qu'espèces et populations, en tout cas de décentrer le regard, a été fondamental pour rétablir un équilibre, parce que je ne crois pas, je ne vois pas d'autres acteurs historiques qui ont été autant exclus académiquement que les animaux. Donc cette façon de positionner l'histoire des animaux, j'allais dire d'institutionnaliser l'histoire des animaux, mais je ne sais pas si elle est déjà institutionnalisée, en tout cas de la définir comme un champ propre, elle a été fondamentale pour rétablir un équilibre, pour cesser de ne pas penser les animaux, de ne pas les regarder ou de les considérer dans le meilleur des cas comme finalement des objets d'érudition passablement amusants ou distrayants, alors qu'ils sont aussi des acteurs fondamentaux du jeu social. C'est une histoire des subalternes, un peu, vous Oui, diriez. dans ma perspective, oui, c'est certainement une histoire sociale dans laquelle je les inclus
Je crois que ma cible, elle est là. Ça renvoie à ce que Jean disait, à ce que Jean Trinquier disait sur sa découverte littéraire enfant. Moi, je crois que je suis tombée dedans avec ces découvertes littéraires d'écrivains et d'écrivaines que je continue à lire, comme Colette et Jack London, et qui en fait considèrent les animaux comme une part de ce jeu social. On le voit très fort chez Jack London. Donc voilà, j'ai finalement cette espèce de rêve aussi d'une histoire sociale qui n'aurait pas besoin de mentionner qu'elle inclut dans son spectre les humains et les animaux à part égale. Mais c'est une fiction, donc on est obligé. Et je défends évidemment cette histoire animale pour essayer d'arriver à cette inclusion. Alors, sur l'histoire des animaux, pour ce qui est de l'Antiquité, c'est un intérêt qui est ancien aussi, dans le domaine des sciences de l'Antiquité. Mais pendant très longtemps, c'est passé pour un petit sujet, un sujet annexe, un à côté. Et la légitimité et le sérieux d'une carrière universitaire se jouaient ailleurs. Pas simplement les animaux. Un bon exemple, c'est le livre de Russell Meigs, Trees and Timber in Antiquity. Et la préface est très intéressante parce que Meigs, il a fait une histoire, disons, classique. C'est le grand spécialiste d'Ostie. Et dans la préface de ce livre, qui est un livre novateur sur les arbres, dans l'Antiquité, donc il explique que pendant la guerre, il a dû s'occuper de ce qu'on appelait ce matin les munitions navales, et donc de l'approvisionnement en bois, et puis qu'après, il a longtemps attendu avant de finalement faire fructifier dans son domaine d'études cette compétence acquise à l'occasion de la guerre, parce qu'il avait peur d'être la risée de ses collègues. En gros, il dit ça à peu près sans détour. Donc, les animaux, c'est pareil. Alors, pour ce qui est de l'animal turn, en ce qui me concerne, je crois que je l'ai raté. En d'autres termes, je me situe encore sur le versant d'une histoire humaine des animaux. Ce qui m'a intéressé, donc, c'était les interactions humaines avec les animaux, et peut-être aussi l'investissement des acteurs du passé dans l'observation du monde animal, une observation passionnée. Ce qui me frappe, c'est que finalement mes sources témoignent d'un intérêt passionné pour les animaux, alors que les travaux sur mes sources, les travaux des philologues témoignent surtout d'une très large indifférence au monde animal. C'est-à-dire, souvent les philologues qui ont parlé des animaux sont des connaisseurs incompétents du monde animal, et des observateurs fort peu intéressés par le monde animal. Et par là, il m'avait semblé qu'il y avait tout un gisement inexploité, c'est-à-dire qu'on avait finalement investi assez peu d'efforts et assez peu de recherches dans ces textes antiques sur les animaux, alors qu'il y avait beaucoup de choses à en tirer. Donc l'indifférence était surtout l'indifférence d'une tradition d'études. Qui se voit notamment, parce que la première chose qui a intéressé les philologues, c'est la problématique de l'identification, puisque cela implique, les traductions impliquent qu'on mette un nom moderne sur les zoonymes antiques. Eh bien, du côté des identifications, il y a une assez grande désinvolture, c'est-à-dire on présente des identifications au kilo, toutes sortes d'identifications sans aucune réflexion véritablement, puis avec très vite un effet d'autorité. Et des identifications farfelues sont après indéfiniment répétées. Donc c'était aussi un peu dans tout cela, toutes ces questions que j'avais envie de reprendre. Donc en ce qui me concerne, la question, ce n'est pas tellement quelle est la place de l'homme dans mes recherches, mais quelle est la place de l'animal. Et justement, j'ai été profondément perturbé par l'animal turn et par l'essor de l'histoire animale. Parce que je me suis aperçu que dans mes propres richesses, oui, je tombais tout à fait sous la critique de m'intéresser qu'au pôle humain de la relation, qu'au pôle humain de l'interaction, et finalement que dans mes recherches, l'animal était un peu le pôle passif de cette relation, plus qu'un acteur de cette relation.
Ce qui fait que dans mes recherches, j'ai essayé d'envisager la relation de façon plus symétrique, de m'intéresser aussi à la façon dont les animaux individuels s'ajustent aux interactions qui leur sont parfois imposées par les hommes. Donc, j'ai travaillé par exemple sur l'écaille de tortue, et à travers l'étude de ce matériau et de la circulation de ce matériau, j'ai essayé de le replacer dans un cadre plus large de l'histoire d'une coexistence et d'une exploitation sur la longue durée, justement, de populations riveraines et de ces tortues marines, hein, avec évidemment des grands moments de changement lorsqu'on passe d'une exploitation de subsistance à une exploitation commerciale, hein, pour répondre à une demande venue d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est vraiment fascinant de voir que finalement, on a l'impression d'un entrelac permanent des points de vue, des vécus entre hommes et animaux, que ce soit du point de vue de l'histoire proprement animale ou du point de vue d'une histoire humaine qui interroge les relations animales. Et c'est fascinant de voir cette invisibilisation que vous avez tous remarquée sur cette histoire animale. Et du coup, notre troisième question, ce serait comment ça se traduit dans les sources, quelles sources on utilise et comment on voit du coup ce point de vue animal qui a été invisibilisé ou qui a été déconsidéré dans les sources. Il marche là. Je reviens sur ce qu'a dit Jean Trinquier, il est bien trop modeste, parce qu'il est en train de faire l'Animal Turn. Il nous a... Oui, non, il a publié dans un ouvrage qui est sorti là à l'automne, Croiser les sciences pour lire les animaux. Il a publié un article remarquable avec une éco-éthologue, Anna Rodriguez, sur les orques de Méditerranée, à l'époque antique, où il s'interroge bien sur le point, pas le point de vue animal, mais tout de même, il est bien du côté de l'animal, il relie ses sources et il s'aide de la science éco-éthologique pour faire cela. Hein, donc il est en train de nous suivre à sa manière et c'est très très bien. Je ne sais plus quelle était votre question. Ah, les sources. Les sources. Ah, oui, alors les sources, on est évidemment... je voulais dire aussi qu'il ne faut pas opposer cette histoire humaine des animaux, cette histoire animale. À mon avis, c'est les deux faces de la même pièce. Hein. L'affaire a été opposée il y a 10 ans. Je me souviens quand j'ai sorti Le point de vue animal, on m'opposait l'histoire humaine des animaux qui était acceptable. Alors ça me faisait beaucoup rire parce que 20 ans avant, quand j'avais publié ma thèse, l'histoire humaine des animaux, ça faisait rire. Hein. J'ai eu droit à un compte-rendu dans la revue historique d'un charitable collègue de Lyon 2, moi j'étais à Lyon 3, disant que ce que je faisais n'était pas de l'histoire. Donc 20 ans après, ça l'était, mais c'était l'histoire animale des animaux qui n'était pas de l'histoire. Bon, maintenant, ce sont en fait les deux faces de la même pièce et on a besoin de connaître les humains pour comprendre les animaux et vice-versa. Sur les sources, évidemment, sur le côté animal, si on se prend sur le côté animal, on est évidemment dépendant essentiellement des sources humaines, mais il va arriver d'autres sources dont on pourra parler. Et puis, alors, à la fois, il y a des sources que l'on connaissait depuis très longtemps, mais qu'on ne lisait pas, entre guillemets, comme il faut. J'ai 2 exemples. Dans le point de vue animal, j'ai travaillé sur les vaches laitières et j'avais trouvé un témoignage absolument fascinant d'un vétérinaire absolument passionnant, qui s'appelle Louis Furcy-Grenier, qui a exercé à Lyon. C'est le premier, entre parenthèses, à employer l'expression de bien-être animal. On est dans les années 1820. Et Louis Furcy-Grenier se met à se promener dans les monts du Lyonnais
à l'époque même où les paysans sont en train de convertir leurs vaches polyvalentes en vaches laitières pour fournir la demande en lait à Lyon. Et il a un regard absolument superbe, il voit très bien les choses, il voit très bien comment les paysans rusent avec leurs vaches pour la question du veau, par exemple, comment tirer du lait. Les vaches de l'époque sont capables de se tarir complètement si on leur enlève leur veau. Les Primolstein actuelles, c'est le contraire. Elles sont totalement perturbées si on leur laisse leur veau. Donc, on est dans un autre monde. Donc, comment faire pour que les vaches ne se tarissent pas en leur enlevant leur veau? Et donc, il y a tout un jeu de ruse, un jeu d'adaptabilité entre la vache et les paysans. Bon, donc, je me sers de ce texte. Et je reçois une lettre d'un collègue vétérinaire à l'école vétérinaire de Nantes qui me dit « Mais enfin, ce livre, je l'ai lu et relu, je n'ai pas lu ce que vous avez dit. » Donc, il a fallu que je lui envoie les pages. Il les a relues et effectivement, c'est des pages qui n'avaient absolument pas fait tilt chez lui. Et encore récemment... là, on prépare un atelier sur justement l'évolution des comportements des animaux dans le temps. Hélène Roche, qui est une éthologue, travaille sur des mustangs, comment des mustangs capturés aux États-Unis, amenés en Europe, quel est leur itinéraire de vie, qu'est-ce qui leur arrive en changement de comportement, etc. Et elle voulait faire un rapport avec ce qui s'était passé en 1914. Et je lui avais passé quelques sources, dont un article sur les chevaux américains arrivant à La Rochelle. Et elle a lu cet article et elle a eu une partie des choses qu'elle n'a pas vues. Notamment, par exemple, au moment où ils sont obligés d'encercler les baraques où ils mettent les mustangs, de les encercler avec des chaînes de fer, sinon les mustangs tapent dedans pour pouvoir s'échapper. Elle ne l'avait pas vu, alors que c'est marqué noir sur blanc. Il a fallu que je lui donne la page. Ah bah oui, finalement. Donc il y a ce phénomène-là de sources qu'on connaissait, mais auxquelles on ne faisait pas attention. Et puis il y a des sources, effectivement, qui peuvent être un peu plus nouvelles, qu'on peut utiliser alors qu'auparavant on laissait de côté. Je pense par exemple à toute la littérature vétérinaire qui intéressait très peu les historiens, alors qu'elle peut nous fournir énormément de choses. Et puis, pour terminer, il y a des sources du futur, notamment tout ce qui est du côté de la génétique, qui va nous permettre de travailler, alors là, vraiment autrement. Alors, la question des sources, pour ce qui est de l'Antiquité, eh bien... c'est un naufrage général. On n'a pas gardé tant de sources que cela. Donc, on est condamné à faire flèche de tout bois. Donc, je ne vais pas me lancer dans une typologie des sources. Je vais juste soulever 2 points. Donc, tu as dit un mot de l'archéozoologie. Ça a été la nouveauté, l'apport documentaire inédit qu'on a pu prendre en compte. Et le deuxième point dont je voudrais parler, que tu viens d'aborder, c'est l'utilisation de l'information scientifique issue du domaine des sciences naturelles et de l'usage qu'on peut en faire. Donc évidemment, c'est compliqué parce que d'un côté, on a l'impression que ça nous donne accès à la vérité sur l'animal. De l'autre côté, c'est quelque chose que l'on peut aussi historiciser. Donc quel usage en faire? Moi, pour mes recherches, ça m'a été très, très utile parce que ça permet de comprendre certaines choses, certains problèmes que se pose par exemple Aristote dans l'histoire des animaux. Sans cet arrière-plan de connaissances biologiques, on ne comprend pas. Je prendrai un exemple, le problème de l'ours. Aristote réfléchit beaucoup sur la génération des animaux et puis il réunit un certain nombre d'informations qu'il essaie de comprendre. Ces informations, c'est que les ours s'accouplent au printemps. Ils mettent bas en hiver. Le petit ourson, lorsqu'il naît, est particulièrement mal fini. Ça donnait le thème de l'ours mal léché. Et puis, dernier point, lorsque des chasseurs tuent des ours femelles,
on a l'impression qu'elles ne sont jamais pleines. Donc, cela pose un problème. Et cela n'est pas cohérent, puisque le petit est mal formé, donc la gestation doit être très courte. Mais en revanche, du printemps à l'hiver, cela fait une gestation extrêmement longue. Donc pour essayer de rendre les choses cohérentes, eh bien, on a corrigé le texte d'Aristote et corrigé le nom du mois pour rendre les choses cohérentes. Alors que ça se comprend tout à fait autrement. Chez l'ours, il y a le phénomène de la diapause embryonnaire, hein, c'est-à-dire que le développement embryonnaire commence longtemps après l'accouplement, ce qui fait que les ours peuvent s'accoupler au printemps et puis mettre bas en hiver avec des embryons qui sont extrêmement peu formés. Et donc l'ours, pour la théorie de la génération d'Aristote, c'est un problème qui n'est pas résolu. On voit qu'il a commencé à réfléchir sur ces données, qu'il a bâti une théorie des petits mal formés chez les animaux fissipèdes, mais il n'a pas pu aller au bout de sa réflexion. Et là, justement, enfin, on comprend le problème qu'il a essayé de résoudre à partir des données de la science moderne. Je prendrai une deuxième question, c'est la question de l'identification des espèces lointaines, hein, dont je parlais tout à l'heure, hein, et de ces identifications hâtives, farfelues qui sont proposées. Tu parlais de l'okapi tout à l'heure. Eh bien, dans les études antiques, hein, l'okapi a aussi eu son moment de gloire, hein, après la découverte sensationnelle de l'okapi. Et bien, tout le monde avait l'okapi en tête et on a voulu retrouver dans les sources antiques et dans un certain nombre de documents des okapis, alors que c'est totalement impossible. Ce qui pose la question de savoir quels animaux pouvait-on connaître dans l'Antiquité. Et ça, c'est une question qui est d'une part une question de zoogéographie historique, c'est-à-dire que sait-on de l'aire de distribution de telle ou telle espèce d'animal dans le passé, et c'est aussi une question d'histoire connectée. Pour ce qui est de la première question, la question de zoogéographie historique, eh bien, pour ce type d'enquête, la littérature scientifique est absolument essentielle, hein, puisqu'il faut prendre en compte non seulement les témoignages du passé, hein, lorsqu'on vous dit qu'il y avait telle espèce animale dans telle ou telle région. Il faut prendre en compte les restes osseux et les restes fossiles quand on en a, mais il faut prendre en compte aussi les données du paléo-environnement, les données climatiques, pour savoir si telle espèce pouvait vivre à tel endroit dans le passé, ce qui implique aussi de connaître les exigences écologiques de l'espèce. Cela implique aussi une enquête du côté de l'histoire évolutive des espèces, hein, puisque les espèces bougent, se remplacent, il y en a qui arrivent, il y en a qui sont supplantées. Et pour cela, on a aussi une nouvelle source documentaire qui est la génétique et la paléogénétique, hein, dont on parlait ce matin, hein, l'archéobiologie, avec les informations qu'apportent les séquences d'ADN actuelles et d'ADN anciens. Donc ça, ce sont des données à intégrer si on veut construire un discours sur ces questions-là. Et le problème qui se pose à l'historien, c'est le problème de la maîtrise et de la critique de ces sources, parce qu'on est parfaitement formé à contextualiser et critiquer nos sources traditionnelles. Et puis, vis-à-vis de ce savoir, hein, produit par nos collègues scientifiques selon des procédures que l'on ne connaît pas, eh bien, on se trouve assez désarmé. Au contraire, on a tendance à faire preuve d'un fidéisme touchant, hein, d'une confiance totale sur les résultats de ces travaux, alors même qu'ils se contredisent. Donc là, il y a un vrai problème, hein, qui se résoudra sans doute par la formation, une formation plus pluridisciplinaire et avec un cloisonnement moins strict entre les sciences humaines et les sciences naturelles, hein, des futurs chercheurs.
Alors, la question des sources, c'est une question qui était aussi, qui a, je crois, été une pierre d'achoppement, en tout cas quand moi j'ai commencé à travailler sur les animaux. On me posait régulièrement cette question des sources. Comment est-ce que vous allez pouvoir écrire sur les animaux avec des sources qui ne sont produites que par les humains? Mais on travaille tous, Jean Trinquet le sait mieux que nous, sur du matériel indirect. Et puis... Et en fait, assez vite, cette question, enfin, pas assez vite, avec le recul, avec un peu de recul, mais assez vite quand même, elle m'est apparue comme, je crois, la marque d'un désintérêt, parce qu'aussitôt qu'on essaye de suivre les animaux, de les pister dans les sources, on voit vraiment s'ouvrir un monde de possibilités, et on se rend compte que les humains aussi parlent en fait assez bien des animaux, et spécialement des mammifères qui nous sont proches. Les gens qui vivent avec des animaux domestiques le savent. Hein. Dans ces relations, il y a beaucoup de malentendus, comme le disait Dominique Guillot, mais pas suffisamment pour obscurcir ce que l'on comprend des attentes de l'autre et des besoins de l'autre par-delà cette sorte de barrière spécifique. Donc une fois qu'on découvre ça, évidemment en travaillant sur ces sources-là, et après, comme Jean Trinquet le disait, c'est finalement une critique historique assez classique qu'on doit essayer de développer à travers l'étude de ces matériaux, en sélectionnant les témoignages fiables de gens qui sont attentifs aux animaux et en leur donnant du crédit, en arrêtant de douter systématiquement et puis en les testant pour voir si on a mis notre crédit au bon endroit. Donc peut-être je vais vous donner un exemple aussi sur les zoos. Voilà, je trouve des témoignages dès la naissance du zoo de gens absolument fiables, comme le garde de la ménagerie Frédéric Cuvier, qui vit aux côtés des animaux, et les témoignages de visiteurs qui y vont assez souvent et qui disent ceci. Ils disent que les animaux font des mouvements étranges, que des ours se balancent sans cesse de manière absolument frénétique, qu'un serval n'arrête pas de parcourir sa cage, qu'il se tue en se tapant contre le plafond de sa cage. Et ils trouvent ces comportements tout à fait étonnants, et donc ils s'interrogent sur leur causalité. Et quand les sources laissent des traces de l'étiologie de ces comportements tels que la définissent, ils renvoient ces comportements à des manquements des conditions de captivité, donc à la captivité elle-même, une causalité humaine, en nous disant, voilà, les ours sont comme ça parce qu'ils ont passé leur première année dans une cage trop étroite, etc., etc. Donc là, voilà, je choisis mes témoignages et je choisis de croire ces témoignages, de croire cette parole-là. Et puis après, ça renvoie aussi à la question des croisements disciplinaires qu'on a évoqués ensemble. On peut utiliser des travaux contemporains. Il se fait que ces comportements-là, qui sont désormais appelés des comportements stéréotypiques, traversent l'histoire des zoos et qu'ils sont tellement prégnants qu'à partir des années 1960-1970, ils suscitent des programmes de recherche, ils provoquent le développement d'un véritable champ d'études autour de la question. Et que nous disent ces études ? Elles nous disent que ces comportements sont provoqués par des états de frustration, de peur, de stress, d'ennui chez les animaux qui sont dus à des déficiences des conditions de captivité, et que ces états de frustration, de peur provoquent chez ces animaux ces comportements qui sont une manière de gérer la vie captive, en fait. Donc, par exemple, les déambulations des félins dans leur cage sont mises en rapport avec une volonté répétée de s'échapper qui ne rencontre jamais de succès. Donc la question finalement qui se pose ici, c'est pas celle d'un manquement ou de ce que je ne pourrais pas atteindre, parce que j'ai l'impression qu'avec cette histoire animale, on peut aller extrêmement loin, en tout cas quand on travaille sur des espèces ou sur des comportements qui ont par ailleurs fait l'objet d'études des sciences de la nature. La question, c'est presque où est-ce que moi je veux m'arrêter ? Est-ce que je veux aller aussi loin que comprendre vraiment ce monde intérieur des animaux ? Ce qui pose aussi toute une série de questions, parce qu'alors je dois opérer sur base de ces études qui elles-mêmes sont produites en captivité. Donc je m'inscris dans la continuité de cette histoire finalement de la captivité. Mais voilà, la question, elle devient où est-ce que je veux poser mes limites en tant qu'historienne, et pas, elle n'est pas celle d'une impossibilité. Voilà. Ah oui, peut-être un mot aussi pour rebondir sur ce qu'ont dit mes collègues avant, sur l'étude des corps des animaux aussi, parce que ces sources, elles sont aussi animales, les corps des animaux parlent pour eux.
Dans le cas des animaux de zoo, beaucoup de ces corps sont conservés dans les musées d'histoire naturelle et on peut lire l'histoire des privations, des mutilations que la captivité impose en remplaçant les parents des animaux et puis les animaux eux-mêmes dans leur gestion de leur vie entière. Donc on a là aussi des pistes, mais qui sont plus dures à exploiter, que je n'ai pas exploitées comme je voulais, parce que ça nécessite effectivement des croisements, des programmes pluridisciplinaires en fait, pour être menés de manière sérieuse. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être encore poser une question et puis ensuite on ouvrira à la salle. Et après, on aura encore éventuellement des questions en réserve au cas où. Donc, la dernière, enfin voilà, la question que je voulais vous poser, c'est plus en termes de modèles théoriques finalement, parce que ce que vous avez dit, c'est que finalement, il y a beaucoup de sources et on peut inventer des sources. Il y a beaucoup de ressources et de possibilités. Mais voilà, comment on aborde ces sources, avec quel modèle, et notamment ce qu'on voulait vous demander, c'était votre rapport à la littérature, notamment anthropologique, l'anthropologie de la nature. Voilà, on a beaucoup parlé depuis hier de Philippe Descola et de toute cette école d'anthropologie de la nature, des travaux aussi de philosophes comme Vinciane Després, Baptiste Morisot. Voilà, comment vous vous situez dans ce champ parce que, par exemple, aux États-Unis, on parle plutôt des animal studies, quoi. Il y a une dimension pluridisciplinaire très forte. Donc voilà, comment vous faites avec ces travaux-là ? Ça pose évidemment le problème du croisement des sciences. Et je crois qu'il ne faut surtout pas que l'histoire est une position trop d'humiliation ou d'humilité dans cette affaire-là. Comme l'a dit Jean, nous avons besoin de ce que nous disent les éthologues sur tel ou tel animal, mais il faut prendre aussi du recul par rapport à ce que nous disent les éthologues, ou nous disent les sociologues ou les philosophes, etc. etc. Par exemple, sur les éthologues, beaucoup ont été formés à l'époque de l'éthologie classique de Karl Lorenz, une éthologie qui disait, donc des années 50-80 à peu près, 1950-1980, qui disait que les comportements des animaux dans une espèce sont tous les mêmes, d'un individu à l'autre. Et pour Karl Lorenz, d'ailleurs, le comportement définit l'espèce. Donc si le comportement définit l'espèce, le comportement ne peut pas bouger, sinon l'espèce change. Alors, nous, historiens, on peut leur montrer, ce sera justement le but de l'atelier là, qui va avoir lieu sur la variation des comportements, on peut leur montrer que les comportements changent dans le temps. Et donc, le lien entre histoire et éthologie, c'est vrai qu'au départ, on le voyait surtout de l'éthologie vers l'histoire. On se sert de l'éthologie, de l'écologie, etc., pour lire nos sources, etc. Mais en fait, on peut leur apporter aussi beaucoup. Et sur plein de choses, et notamment sur cette variation des comportements, parce qu'ils ont toujours tendance à croire que les animaux qu'ils observent sont les animaux. Le chat, la personne qui observe un chat actuel, elle croit qu'elle observe le chat, alors qu'elle n'observe qu'un chat du début du XXIe siècle en Occident. Et ce ne sont pas les mêmes chats dans d'autres parties du monde et encore moins à d'autres époques. Et ça, il faut arriver à leur le mettre dans la tête. Ils ont beaucoup de mal. Je le vois à propos de cet atelier. La dimension spatiale, ils l'ont. Ça y est, c'est fait. L'idée que les comportements varient dans l'espace, c'est imposé. C'est la notion de culture animale. Ça ne pose aucun problème maintenant pour eux. Cette idée de variation dans le temps, ils ne l'ont absolument pas encore en tête. Pour X raisons, et notamment des raisons professionnelles, il faudrait rester très longtemps sur le terrain. C'est très difficile, il faudrait des protocoles d'observation très longs, coûteux.
ralentissant la carrière académique éventuellement. Il suffit de voir, par exemple, une Jane Goodall qui est restée 20 ans, 30 ans à observer les chimpanzés. Sa carrière académique, évidemment, elle a fait une croix dessus. Et elle a soutenu sa thèse dans les années 80, c'est-à-dire plus de 20 ans après qu'elle ait commencé à observer les chimpanzés. Donc il y a toute une série de problèmes, à la fois épistémologiques, philosophiques et matériels, qui font qu'ils n'ont pas encore la dimension temporelle dans le temps. Et on voit très bien, pour cet atelier, j'ai relu Darwin, Lamarck, etc. On voit très bien comment ces gens-là sentent bien que la dimension temporelle, elle est là, mais qu'ils l'évacuent, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, je crois vraiment qu'il faut que l'histoire doit pouvoir rendre autant de services à l'éthologie ou à l'écologie ou à la paléogénétique que ces sciences-là nous en rendent. Il faut vraiment que ce soit à double sens. Et avec la philosophie et l'anthropologie et la sociologie, c'est la même chose. Un seul mot là-dessus, c'est que certains anthropologues, sociologues ont construit cette idée de contrat naturel qui fait qu'autrefois, les paysans étaient bien gentils avec leurs bêtes et que depuis, avec cet élevage industriel capitaliste, tout va mal. Ben oui, mais je regrette, mais c'est une invention de philosophes, de sociologues et d'anthropologues. Quand on regarde ce qui se passe dans les campagnes au XVIIIe, XIXe siècle, tous les fondements de l'élevage industriel sont là. Dès le XIXe siècle, les paysans comprennent que laisser un porc dans une soue très étroite, l'empêchant de trop bouger et lui donner beaucoup à manger, parce qu'on peut lui donner à manger parce qu'on est en période de révolution agricole, et ben ce porc va se mettre à croître bien plus rapidement, et donc on va faire de l'argent bien plus rapidement. C'est le fondement même de l'élevage industriel, ça. Lorsqu'à la fin du XVIIIe siècle, des paysans se mettent à clouer, je dis bien clouer, les pattes des canards pour pouvoir les gaver et faire du foie gras, c'est pas une invention industrielle, c'est une invention de paysans. Et là aussi, à la fois, il faut aller prendre, il y a des choses très intéressantes à aller prendre du côté de la sociologie, de la philosophie, de l'anthropologie. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Croiser les sciences, c'est ce que j'ai essayé de faire pour le chat. Il y a des concepts à aller prendre dans ces sciences-là, mais en prenant aussi beaucoup de recul. Et là aussi, l'histoire doit leur montrer que sur certains points, ils disent des bêtises, comme nous en disons sûrement aussi, d'ailleurs. Oui, je partage, je vais rebondir largement sur ce qu'Éric Baraté a dit, je crois, sur l'importance de l'histoire, mais d'abord sur notre dette aussi, en tout cas ma dette dans mes travaux par rapport à toute une série de chercheurs que vous avez mentionnés, certainement une dette qui est une libération, avec évidemment les travaux de Philippe Descola qui permettent de... Mais vous le savez, je ne vais pas répéter, mais de penser au-delà de cette césure et de suivre... je vais reprendre un vocabulaire latourien qui est une autre influence importante, les réseaux, donc de passer, de reconstituer ces dynamiques sociétales en passant des humains en non-humains, sans césure, en fonction des interactions, ce qui nous semble encore une fois beaucoup plus intuitif. Donc là, il y a eu quelque chose évidemment de très libérateur. Et une autre dette que j'ai, mais qui est ambiguë, comme je l'expliquerai après, et j'ai un rapport très ambigu à tout ce point-là des recherches, c'est une dette envers les philosophes, et notamment les philosophes des sciences. Vous avez parlé de Vinciane Després, Donna Haraway avant elle, qui ont beaucoup insisté sur l'agentivité animale, donc la puissance d'agir animale, y compris dans des structures de domination. Alors cette approche-là, elle m'a été extrêmement utile parce que c'est très dur en travaillant sur des institutions comme les zoos ou les politiques coloniales, de ne pas reproduire soi-même le dessèchement que produisent ces institutions qui transforment les animaux en demi-choses, en biens de consommation. Et c'est très très dur de ne pas s'assécher complètement soi-même.
notamment en développant uniquement des approches statistiques, quantitatives, que j'ai beaucoup utilisées dans mes travaux. Et je dois à ces recherches-là d'avoir porté attention à cette force animale et par exemple aux résistances animales dans les zoos, qui prennent des formes très variées, les attaques contre les structures de captivité, les attaques contre les gardes, les comportements stéréotypiques aussi, qui sont des résistances de retranchement quand les résistances ne sont plus possibles. Donc ces travaux-là m'ont permis de réinjecter de la vitalité dans des travaux qui je crois, étaient en perdition à ce niveau-là. Et d'un autre côté, ces travaux-là et les travaux de beaucoup de sociologues aussi insistent tellement sur la puissance d'agir des animaux et sur l'agentivité qu'ils en viennent à ne plus regarder les structures de pouvoir et de la domination. Et je pense que là, il y a véritablement un dévoiement de cette idée d'agentivité animale qui a été développée en plus au nom de la réhabilitation des animaux. Et donc, on en vient à affirmer, par exemple, que, ici encore, je ne caricature pas beaucoup, je crois, que les zoos, les laboratoires sont des lieux de convivialité entre humains et animaux, des lieux qui permettent le développement de communautés hybrides entre humains et animaux. Et donc mes modèles, en réaction à cela, mes modèles, ils se situent plus du côté de philosophes comme Florence Burga, Corinne Pelluchon, d'anthropologues comme Véronique Servet, et évidemment d'historiens, avec les travaux des historiens des animaux comme Éric Baratet ou Suzanne Nance, mais aussi les historiens de l'histoire sociale, avec ce modèle d'Edward Thompson, par exemple, parce que ces travaux-là, je trouve, réussissent cet équilibre qui est aussi une quête très compliquée entre la mise en évidence de l'agentivité, entre la réhabilitation des animaux et de ce qu'ils vivent, des subalternes, justement, qui ne peuvent jamais être réduits à ce qu'ils ont à affronter et à subir, et entre la mise en évidence justement de ces structures de domination, l'attention vers les asymétries de pouvoir, etc. Donc je suis extrêmement attachée à la force de proposition de la discipline historique, parce que l'histoire ici, et je crois que les animal studies ne peuvent pas se construire sans l'histoire. D'abord parce que l'histoire a en tout cas l'histoire sociale, de nouveau peut-être, cette attention pour les individus, pour les vécus, et puis aussi parce que l'histoire amène un recul, et je vais rebondir sur l'exemple de l'élevage, elle amène un recul qui porte à ne pas considérer comme des sortes de finalités indépassables ces structures de la domination. Donc avec l'histoire, la question c'est plus comment rendre le laboratoire plus convivial pour les humains et les animaux, c'est comment rendre le laboratoire à l'histoire. Donc, comment le laboratoire s'est-il construit, avec quels effets, y avait-il d'autres possibilités, quelles étaient-elles, existe-t-elle toujours, peut-on penser hors du laboratoire? Voilà, donc j'ai un grand attachement pour cette discipline historique que j'avais choisie un peu par hasard il y a très longtemps, grâce à tout cela. La question des modèles anthropologiques est une question difficile, et je crains que ma réponse soit un peu faible. Pour ce qui est des études antiques, les dialogues avec l'anthropologie ne sont pas récents, ce n'est pas une nouveauté. Par exemple, l'historiographie du sacrifice, et Sylvia Estienne serait mieux placée que moi pour en parler, a été dominée par toute une série d'emprunts à des modèles anthropologiques. Donc il y a deux grands domaines, le sacrifice et puis la chasse, même si dans les études antiques, la chasse reste beaucoup moins étudiée. Et là, il y aurait, je pense, encore des choses à faire, notamment sur la figure du chien de chasse. Sinon, comment se servir des travaux des anthropologues? Dans deux directions. Soit on peut regarder du côté des descriptions ethnographiques, avec ces ethnographies denses et précises sur certains exemples d'interactions, de pratiques impliquant les hommes et les animaux. Ça peut permettre
de mieux comprendre des sources sur l'Antiquité qui sont souvent elliptiques, évidemment, mais il faut être prudent dans leur usage. Sinon, ça fournit aussi, évidemment, des modèles sur le mode de relation entre l'homme et l'animal, ou plus fondamentalement encore, à un niveau de généralité supérieur, hein, sur ce que Descola appelle les modes d'identification. Et là, on retrouve la question du naturalisme et de l'analogisme. Hein. Donc, l'Antiquité, on est censé être une société relevant de l'analogisme, et on a les mêmes problèmes qu'avec le naturalisme qui est partout et nulle part. Savoir si c'est vraiment opératoire, on en parlait ce matin. Pour l'histoire ancienne, oui, la question de l'importation de ces modèles est particulièrement épineuse parce qu'on a une base empirique qui est dans certains domaines particulièrement lacunaire et peu fournie. Et donc, évidemment, le risque est grand d'importer des modèles pour combler les silences de notre documentation. Déjà qu'on est souvent dans la situation de bâtir des scénarios pour faire tenir ensemble un tout petit nombre de pièces. Et évidemment... dès qu'une petite pièce s'ajoute, l'ensemble du scénario devient caduc, il faut en refaire un autre. On peut avoir quelques doutes sur la solidité du résultat. Et donc, on risque d'avoir le même problème avec l'importation de modèles anthropologiques. Et d'ailleurs, on le voit très bien lorsqu'on discute avec des collègues anthropologues, souvent par rapport à ce que l'on fait, même lorsqu'on travaille un peu dans une perspective d'anthropologie historique, eh bien, on sent parfois poindre une petite pointe de déception parce qu'ils trouvent parfois que d'une part, on travaille sur un matériau extrêmement pauvre qui permet pas la construction ou qui permet difficilement la construction de modèles vraiment puissants, et d'autre part, pour dire les choses un peu brutalement, ça ne les intéresse pas forcément de retrouver leur propre modèle, mais emprunter et de retrouver des modèles d'emprunt qu'ils connaissent très bien. Pour ne pas rester sur cette constatation un peu négative, en ce qui me concerne, pour mes travaux, Philippe Descola a été une influence importante. Hein. En particulier, j'ai beaucoup utilisé sa distinction, qui n'est pas une distinction qu'on ne trouve que chez lui, hein, entre physicalité et intériorité. J'ai trouvé que la façon dont il le reformulait était extrêmement utile pour déplacer un peu la perspective sur des questions qui sont bien étudiées et qui sont classiquement formulées en termes de théorie illémorphique, de rapport entre les capacités, l'âme et le corps, l'ajustement du dispositif corporel aux capacités psychiques et cognitives des animaux, qui est un grand domaine de réflexion depuis Platon dans la philosophie antique. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, je pense qu'on va pouvoir ouvrir la discussion tous ensemble cette fois. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Pareil, si sur Zoom vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat par écrit, nous allons les relayer. Oui, jeune homme. Alors, je vais juste reformuler la question pour ceux qui nous suivent sur Zoom et qui ne peuvent pas l'entendre. Donc, nous avons une question sur le rapport entre sauvagerie et domestication, notamment dans l'espace du zoo, pour savoir s'il faut les opposer ou si, au contraire, il y a une mythification de la réduction à la domestication de ces animaux sauvages. Oui, merci pour cette question. Par hasard, elle est au centre de mes recherches en cours pour la question
des catégorisations. Je pense que Jean-François retracera mieux tout ça que moi. Mais ce mythe de la domestication, comme vous l'avez formulé, en fait, oui, il est central, en fait, dans les politiques à la fois des zoos et puis les politiques coloniales qui se développent au XIXe siècle de gestion à la fin du XIXe siècle, politique de conservation de la faune qui s'articule autour de cette question de la domestication du monde. Et en fait, la domestication est présentée comme une des voies cardinales de la conservation. Donc il s'agit de rendre les espèces utiles à des fins économiques, et puis tout ça va faire tache d'huile, et la domestication ne se produira plus seulement à des fins économiques, mais afin d'assurer leur sauvegarde. C'est-à-dire que la seule manière de sauvegarder est par l'utilisation elle-même, qui crée un intérêt économique qui oblige à maintenir la ressource. Donc cette question de la domestication est absolument centrale, et elle s'accompagne en plus dans l'idéologie coloniale de rapports très forts entre toute cette rhétorique domesticatoire et la rhétorique de la civilisation qui est développée à ce moment-là, cette idée d'une domestication du monde finalement, dont les animaux sont des incarnations, mais qui va bien au-delà d'eux. Vous avez dit tout à l'heure que les animaux agissent comme des métonymies. Voilà, l'exposition évidemment de ces animaux tout à fait élusifs, comme les okapis, dans les cages au cœur des métropoles, au cœur des métropoles et des capitales de l'Occident. C'est une image de propagande extrêmement forte, mais c'est pas seulement une propagande. On a vraiment on a en fait la monstration d'un axe cardinal de la façon dont les puissances coloniales entendent gérer et protéger la faune, en particulier, je parle en particulier du continent africain et de l'Afrique centrale en particulier, qui a attiré mon attention. Vous apporter quelques éléments. Ah, donc j'ai parlé sans qu'il soit allé. Ça y est, maintenant. Je peux vous apporter... Tu recommences pas ? Non. Je peux vous apporter quelques éléments de réponse pour l'Antiquité. On a un exemple qui n'est pas trop mal connu, c'est celui de la dynastie Lagide, les rois macédoniens qui ont régné sur l'Égypte et qui ont été parmi les Grecs les premiers à collecter systématiquement des animaux lointains, et en particulier les animaux des savanes soudanaises. Donc, dans l'historiographie, on a longtemps considéré qu'à partir du moment où ils avaient collecté des animaux lointains, ils les avaient forcément mis dans un zoo parce que ça paraissait la solution évidente. Or, ce que suggère plutôt la documentation, c'est que pour cette époque, l'important, ce n'est pas l'unité de lieu du zoo comme structure d'exposition, mais que les animaux que l'on collectait, on les logeait comme on pouvait, dans des endroits variés, et que ce qui servait à l'exposition de ces animaux, c'était un certain nombre d'occasions. Donc plutôt l'unité de temps de certaines occasions, par exemple des grandes fêtes religieuses donnant lieu à des défilés, ou alors des moments plus privés comme les banquets où l'on produisait ces animaux. Et cela avait une conséquence justement sur ces animaux, c'est qu'ils devaient du coup faire l'objet d'un dressage préalable. Et d'ailleurs, les sources insistent bien, par exemple, à propos des premiers pitons africains gigantesques qui ont été amenés jusqu'au bord de la Méditerranée. On dit bien qu'ils étaient apprivoisés. Comment on les apprivoisait? Et l'intérêt, c'était la mise en scène de cet adoucissement de l'animal sauvage et de cette domination que par là on exerçait sur lui. Mais encore une fois, qui était aussi lié aux conditions mêmes de l'exhibition de ces animaux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? En deux mots, je crois qu'il faut aussi faire avec la contradiction des sociétés humaines, qui peuvent vouloir tout et leur contraire. Et dans le zoo du 19e siècle, par exemple, on trouve à la fois la volonté de domestiquer, la volonté de puissance, la volonté de connaître. On voit bien aussi comment ça favorise pour certains l'émergence d'un nouveau rapport à l'animal. Donc c'est extrêmement complexe, c'est toute une société qui se retrouve là.
Et les buts peuvent à la fois être mélangés, s'interpénétrer, être contradictoires. C'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de la question. Merci. Alors le programme est un peu dense, donc on n'a plus beaucoup de temps, mais peut-être qu'on peut prendre encore deux questions. Peut-être je vais bouger et comme ça, on n'aura pas besoin de répéter la question. D'accord, merci beaucoup. Lorsque je pense que c'était Jean, lorsque vous parliez de l'idée de la multiplicité des possibilités de l'observation d'un animal, je pensais qu'on pourrait développer cette idée que l'on pourrait, je sais pas, j'avais pensé à l'idée des oies, par exemple, la façon dans laquelle, par exemple, lors du 19e siècle, il y avait toute une mentalité de chasseurs, de détruire l'habitat pour qu'il n'y avait pas ces animaux dans les lieux de cultivation des produits et tout ça. Alors que l'observation contemporaine d'un oie ou d'un canard ou même d'un faisan, un animal, un oiseau de campagne, pourrait bien être complètement différent parce qu'on a cette mentalité de conservation, de valoriser les animaux même, dirait-on, ordinaires dans un espace. Je voulais savoir si vous partagez cette idée. Merci. Oui, je suis d'accord. Je posais de façon tout à fait schématique une certaine indifférence et puis un investissement dans l'observation des animaux. Il est bien évident que ces modalités d'attention, elles sont éminemment historiques et qu'elles varient du tout au tout en fonction des sociétés, en fonction des acteurs sociaux. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore une question ? Hélène ? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos contributions. Alors, j'avais une question peut-être un peu naïve, mais je ne connais pas bien l'histoire des animaux. J'ai eu l'impression que vous traitiez tous d'animaux qui avaient quand même certaines relations avec les êtres humains, animaux domestiqués, animaux chassés, animaux représentés. Et ma question était de savoir si vous pensez qu'une histoire animale d'animaux comme la mouche ou le ver de terre, ou les méduses, est faisable déjà et aurait un quelconque intérêt. Voilà, plus fondamentalement, est-ce qu'il y a des catégories d'animaux supérieures aux autres dans l'intérêt que peut leur porter l'histoire animale ? Alors, je crois, vous avez raison, évidemment. Je crois que c'est avant tout une question de source. Nous avons commencé par les sources humaines pour regarder ce qui se passe du côté des animaux. Et évidemment, un changement possible de source peut nous conduire à aller vers d'autres types d'animaux. Et là, évidemment, alors je ne m'étends pas si vous en avez parlé ce matin, mais toute la génétique va être vraiment, à mon avis, et pour les humains et pour les animaux, la grande source documentaire du XXIe siècle, pour l'histoire des humains et des animaux. Quand on voit notamment tout le travail sur l'ADN, sur le génome, et puis surtout la question de l'épigénétique, qui est absolument passionnante, puisqu'elle montre que l'environnement peut influencer le comportement sur 1, 2, 3, 4 générations. Autrement dit, elle nous apporte des réponses à des questions que le darwinisme, l'évolutionnisme ne pouvaient pas nous apporter parce qu'ils pensaient l'évolution sur plusieurs millions d'années. Là, avec l'épigénétique, on a des espèces de respiration adaptative. Bon, travailler ça, évidemment, on va pouvoir le faire sur des espèces très éloignées de l'homme, et notamment avec la question de l'ADN sédimentaire, c'est-à-dire que même en l'absence de corps, de squelette, d'os, eh bien, même s'il y a eu destruction totale, il reste de l'ADN dans le sol. Et on a des méthodes pour aller faire des carottages
et retrouver de l'ADN sédimentaire. Et là, évidemment, on pourra le faire pour des espèces qui auront eu des rapports très éloignés de l'humain. Mais même, admettons, une espèce éloignée de l'humain comme la mouche, je ne suis pas sûr que ce soit si éloigné de l'humain, d'ailleurs, hein, mais bon, admettons des animaux sauvages, je ne sais pas, le loup, l'ours, etc. Et encore, ils ont eu des commerces avec les hommes assez fréquents. On va pouvoir avoir l'histoire de ces animaux, à mon avis, elle est devant nous, elle va se faire. Sera-t-elle intéressante ? Je pense que oui, parce que, à mon avis, nous avons longtemps cru que d'autres populations humaines n'avaient pas d'histoire. Moi, je me rappelle étudiant où on nous certifiait que les Indiens d'Amazonie ou certaines populations d'Afrique n'avaient pas d'histoire. C'était le grand règne du structuralisme de Lévi-Strauss. Nous savons maintenant que c'est évidemment pas le contraire. Et ce que nous sommes en train de découvrir, c'est qu'il y a des histoires animales. Et ces histoires animales, elles seront intéressantes et passionnantes. Mais elles sont à faire, évidemment. Oui, juste un mot. Et c'est vrai que cette question de la hiérarchie, elle se pose même en étudiant des espèces sous l'emprise humaine, c'est-à-dire qu'on est incité, parce que malgré tout, ça relève encore parfois du bricolage, en fait, à se concentrer sur les plus proches de nous et les espèces que l'on connaît le mieux. Et voilà, je crois aussi que du coup, cette approche par les réseaux, par exemple, à travers des espèces animales elles-mêmes, peuvent pousser à sortir de ces hiérarchies. Si je m'intéresse aux éléphants et que je suis leur réseau, je vais être obligée de m'intéresser à des espèces de plantes, mais aussi d'animaux qui sont très importantes pour eux et que je ne connais pas encore. Je crois que c'est le seul moyen effectivement de contrer ces hiérarchies qui sont très présentes. C'est un reproche qu'on se fait à nous-mêmes, cette sorte de spécisme dans notre envie d'inclure les animaux. Voilà, malheureusement, le programme est très serré, donc on est obligé de s'arrêter là. Mais on remercie beaucoup nos trois intervenants. Et donc, en fait, pour ceux qui le souhaitent, il faut déménager en salle du SAN, où il y aura la conférence de Catherine Larère sur l'écoféminisme. Voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, merci à tous. Et merci beaucoup à vous trois.